Il n'y a plus d'écho. Alors, bonjour à tous et bonjour à toutes. Alors, je vais vous expliquer un petit peu les nouveautés de 2025 concernant SketchUp, où on a vraiment franchi un petit cap là dans les modifications et les améliorations du logiciel. On avait déjà des éléments intéressants sur l'année 2024, et notamment concernant le moteur de calcul qui est graphique en fait qui a changé puisque SketchUp a décidé en fait, la société Trimble pardon a décidé en fait de retravailler son moteur de rendu. Et maintenant vous pouvez directement travailler avec des cartes graphiques, notamment la série Nvidia, et donc vous n'avez plus ces problématiques de maquettes lourdes, de ralentissement et de bugs. Alors on va démarrer tranquillement. Alors, juste hop, je vais laisser ma caméra pour l'instant. Je vais enlever ça. OK. C'est bon. Mon PDF est partagé. OK. Qui sommes-nous? On l'a vu. Alors, SketchUp de 2025, qu'est-ce qui a changé? On va essayer de faire quelque chose d'un peu attractif, pas que ça soit trop ennuyeux pour vous tous. La première chose qu'ils ont décidé d'apporter en amélioration concerne des outils de dessin. C'est des choses assez simples, assez simples. Ils ont retravaillé la fonction du composant. Donc ça, c'est une notion importante dans SketchUp de travailler effectivement avec des objets composants. Vous allez voir qu'on a aussi partie sur ce qu'on appelle la classification, les IFC. SketchUp a encore changé en 2025 concernant les fenêtres, enfin les utilisations des calques dans la fenêtre de calque. On utilisait la notion de calque. Puis c'est passé en notion de traduction de balises. Et là maintenant, on rechange de nom. On appelle ça des étiquettes. Donc des choses qui vont être synchronisées avec les scènes, donc les captures, ce qu'on appelle les captures des caméras par scène dans SketchUp. Et puis ce qui est très intéressant, le plus gros chapitre qui a été mis à jour dans SketchUp, c'est effectivement la possibilité maintenant de travailler avec un environnement, donc avec une vraie image d'arrière-plan, et de travailler surtout avec des matériaux de type photoréaliste, des matériaux de type PBR. Donc ça, c'est très intéressant. Vous allez voir, ça a révolutionné en fait le logiciel. Je vous montrerai un petit outil aussi, parce qu'effectivement, maintenant, on commence à travailler avec l'intelligence artificielle de plus en plus. Donc un petit outil qui est intégré directement, qui peut s'intégrer directement dans SketchUp et qui permet effectivement de créer des visuels assez rapidement, surtout quand on n'a pas beaucoup de temps et qu'on a besoin effectivement de présenter du contenu, pardon, des rendus, je vais y arriver, pour le client. Et puis ensuite, il y a encore d'autres petites choses concernant, voilà, concernant notamment depuis la version 2024, SketchUp a développé un outil particulier en fait pour gérer ce qu'on appelle les fichiers images de points. Donc je vais vous en parler un petit peu ce matin. Donc ça marche très très bien. Et c'est assez simple en fait d'utiliser en fait les outils mis à disposition. Alors, on verra que on peut discuter, c'est pas aussi poussé que sur des outils Autodesk, mais en tout cas on peut faire des choses et en tout cas on peut l'utiliser pour modéliser sa maquette numérique à partir d'une image de pointe. Alors quelques petits éléments avec le workflow dans SketchUp, hein, notamment au niveau de la possibilité de pouvoir purger en fait, nettoyer, améliorer les objets dessinés dans SketchUp et pouvoir donc alléger la maquette et pouvoir donc avoir des mouvements de caméra beaucoup plus fluides. Je vous parlerai aussi de la compatibilité avec V-Ray. Pourquoi 7? Parce qu'aujourd'hui, on est sur cette version V-Ray qui a été optimisée justement par rapport aux nouvelles licences développées par SketchUp, notamment sur la version Studio. Je vous parlerai aussi du petit outil Style Builder qui disparaît, donc qui permettait effectivement pour la partie graphique, pour générer des styles en fait. C'est un petit peu l'équivalent du brush pour des gens qui connaissent un petit peu Photoshop. La possibilité de faire ses propres traits, aussi bien dans les couleurs, dans les graphismes, etc. etc. Donc, Trimble a décidé de supprimer cet outil qui était vendu avec la licence SketchUp, puisque quand vous achetez SketchUp, vous avez dans SketchUp, vous avez aussi l'application Layout qui permet de faire la présentation de documents, et puis il y avait ce petit outil qui permettait effectivement de faire ce qu'on appelle une partie graphique au niveau des traits de construction. Quelques petits changements aussi, je vais rester assez succinct dans Layout, mais il y a effectivement une
volonté de Trimble, pour moi qui suis un petit peu les blogs des gens qui développent un peu le logiciel, ils sont en train de aussi pareil révolutionner Layout. Donc peut-être qu'avec Sabrina, on fera peut-être un petit webinaire spécifique pour ce sujet-là. C'était un petit peu des choses un peu basiques jusqu'à présent, et là, ils sont vraiment en train de modifier cette interface. Voilà, et puis après, on fera une petite conclusion ensemble et puis je répondrai aux éventuelles questions. Si vous avez donc des questions, n'hésitez pas à le faire savoir à Sabrina. Alors, qu'est-ce qui a changé dans des outils de dessin? Vous avez effectivement l'outil de rotation. En fait, vous n'avez plus besoin de sélectionner l'objet, que ce soit un groupe ou un composant. Vous avez directement en survol de l'outil sur l'objet la possibilité de détecter ce qu'on appelle de détecter les surfaces orientées pour pouvoir effectivement appliquer votre rotation. Mais surtout, ce qui est intéressant, c'est que vous allez voir que vous allez pouvoir ajouter ce qu'on appelle des points d'accroche, qui ne sont pas forcément les points d'accroche par défaut, c'est-à-dire les angles, éventuellement les surfaces. On va pouvoir effectivement générer, ce que je vous ai un petit peu expliqué ici. Je vais juste pousser un petit peu ici. Voilà. Pouvoir créer un point d'accroche directement dans l'espace en X, Y, Z, en coordonnées, hein, et de pouvoir ensuite utiliser ce point de référence pour faire une rotation, éventuellement un déplacement, copie multiple par rotation ou par déplacement. D'accord? Alors, autre chose, c'est la possibilité, ce qu'on appelle, de gérer des textes dynamiques. C'est-à-dire que quand vous allez utiliser l'outil légende dans étiquette, dans SketchUp, sur des surfaces, par exemple, déjà dessinées, il y avait la possibilité, effectivement, automatiquement de retrouver cette valeur numérique en mètres carrés, par exemple. Et quand vous alliez modifier la géométrie, il fallait effectivement remodifier ce texte, cette légende. Là, automatiquement, dès que vous allez faire des modifications, en fait, vos légendes, si c'est basé sur une surface, se mettront, synchroniseront automatiquement et vous aurez cette modification automatique. Donc ça, c'est assez intéressant. Même si je ne suis pas partisan de mettre trop de texte, de multitexte, de légendes et de codes dans SketchUp, parce que ce n'est pas vraiment sa place, pour des raisons qui sont faciles à comprendre, notamment au niveau des déplacements de caméra. On a des problèmes de textes qui ne suivent pas en fait le déplacement de la caméra, et aussi des problèmes d'échelle entre l'échelle de la caméra par rapport à la maquette et l'échelle du texte qui est utilisé pour le texte en fait. Autre petite chose qui était intéressante, pardon, c'était effectivement la possibilité, quand vous utilisez l'outil arc de cercle, de créer directement en fait modifier les angles pour pouvoir faire des angles donc chanfreinés, que ce soit arrondis ou biseautés. Et maintenant, ils ont créé une fonctionnalité qui permet en fait de revenir en arrière. Donc, vous créez effectivement vos différents arrondis sur les géométries concernées, mais vous pouvez à tout moment recomposer en fait pour arriver effectivement à retrouver en fait un angle droit sur la géométrie ou sur les géométries que vous avez sélectionnées pour les modifications. Voilà, c'est pas des choses qui sont compliquées, c'est des petites améliorations, c'est toujours pareil pour nous faire gagner du temps en fait sur la modélisation en fait de SketchUp. Alors concernant la fonction composant, ce qui est intéressant, c'est qu'on va pouvoir maintenant utiliser plusieurs moyens en fait de sauvegarder, d'enregistrer un composant, et la fonction inverse de recharger un composant pour effectivement remplacer des éléments dans la maquette numérique par d'autres types d'éléments. Alors, jusqu'à présent, effectivement, SketchUp me proposait de pouvoir recharger, je dirais, enfin, de pouvoir enregistrer, pardon, l'objet composant uniquement directement dans l'arborescence d'installation de SketchUp, dans le dossier Components, ou alors, effectivement, de l'enregistrer sur un disque dur ou un serveur. OK. Maintenant, vous allez avoir la possibilité de choisir, en fait, je ne sais pas si on voit bien ici, mais vous avez 3 possibilités. Soit vous mettez effectivement, comme d'habitude, vous gardez la liaison d'enregistrement ordinateur-serveur. Vous pouvez maintenant aussi aller enregistrer dans votre espace dédié sur Trimble Connect. Je vous rappelle, quand vous achetez une licence SketchUp, vous avez un espace dédié qui
qui permet effectivement aussi de pouvoir échanger les documents et travailler à plusieurs sur la maquette numérique. Et on pourra aussi ce qu'on appelle mettre le composant dans la bibliothèque en ligne 3D Warehouse. Ça ne change pas trop par rapport à ce qui existait déjà, mais la possibilité d'avoir un petit peu plus de paramètres sur comment on définit notre fichier, comment il peut être récupérable par quelqu'un qui va travailler à distance avec vous, ou si vous voulez effectivement le partager avec un client. Il y a toujours possibilité effectivement, mais si on n'a pas la licence SketchUp, de pouvoir effectivement visionner l'objet composant. Alors, sur la sauvegarde ou sur ce qu'on appelle la recharge, la procédure reste la même. Alors, je ferai une petite aparté tout à l'heure sur la notion de composant quand on va parler de la classification IFC, puisqu'en fait, vous le savez peut-être déjà, mais en comparaison d'un objet groupe ou un objet composant, si c'est le même objet qui a été dupliqué, l'objet composant est beaucoup plus léger et facilite en fait plus le déplacement dans SketchUp que ne fait la fonction groupe. Alors, c'est un peu plus compliqué en fait quand vous avez des objets imbriqués. Vous allez avoir un objet principal de groupe et à l'intérieur, vous avez des sous-composants qui sont eux-mêmes imbriqués dans des sous-composants, etc. Là, ça devient un petit peu plus complexe. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, on se dirige de plus en plus dans la modélisation vers des objets full composants pour des raisons peut-être aussi un peu orientées BIM, où on veut effectivement ensuite avoir des éléments de, comment on appelle ça, de nomenclature et de définition de nos objets. OK. Pardon, hop. Alors, concernant la classification, je vais rester assez succinct sur la présentation, mais il faut savoir que maintenant, quand on veut, par exemple, importer un format IFC, ce qui est intéressant, c'est ce que je vous ai mis ici, c'est qu'aujourd'hui, SketchUp est capable de reconnaître plus de 180 classes IFC. Alors, par défaut, SketchUp utilisait deux types de classes IFC. Quand vous vouliez effectivement affecter un objet à une famille d'objets, par l'intermédiaire de SketchUp, vous aviez la possibilité d'utiliser le IFC, je crois que c'est 2.3 et le 4, enfin le 4, IFC 4. Donc ça, c'était intéressant. Maintenant, il est capable d'interpréter en import n'importe quelle classe IFC, des plus connues, y compris celles qui sont utilisées dans Revit. Alors, ce qui est intéressant aussi, c'est qu'effectivement, ce que je vous mettais ici en explication, on arrive à optimiser jusqu'à 85% du poids de ces objets-là en objets IFC, en composants IFC. Donc, ce n'est pas négligeable. Et ce qui est intéressant, c'est que vous allez pouvoir, si vous êtes à l'aise avec SketchUp, dans ce qu'on appelle les composants dynamiques, c'est justement ces composants qui sont intégrés en IFC par un fichier IFC, sont des composants, mais des composants intelligents, des composants dynamiques, et vous avez la possibilité d'utiliser une fenêtre de paramétrage. Donc, c'est un paramétrique où on va retrouver, vous voyez, un certain nombre d'éléments, enfin de paramètres ici, des choses qu'on va pouvoir effectivement modifier, pas par le dessin, mais de façon paramétrique. Donc c'est assez intéressant. Sachant que là, on voit effectivement que notre projet, c'était un exemple de test de fabrication de bâtiments un peu industriels, sur lequel on a importé un fichier IFC et on se retrouve ici avec tout un système de poutrelles, de poutres couleur magenta, directement donc importé en respectant effectivement les coordonnées polaires X, Y, Z dans l'espace. OK. Pardon, je sais pas, je me trompe. Alors, ce qui est aussi intéressant, c'est de pouvoir, sans rentrer trop dans les détails, c'est que vous allez pouvoir effectivement venir directement sur Trimble Connect, de la même façon dans votre espace dédié, et pouvoir retrouver donc votre modèle et avoir ce qu'on appelle une liste des objets donc 3D IFC qui sont effectivement donc repérables et qui sont accessibles séparément les uns des autres. Et de la même façon, si on retourne côté donc en utilisant des paramètres, soit côté Trimble, donc c'est ce que je vous ai mis ici, la petite fenêtre qui permet effectivement d'avoir un certain nombre ici d'informations, et côté SketchUp, de la même façon, on va retrouver deux types d'informations. Ce qu'on vient de voir à l'instant, c'est-à-dire effectivement les composants dynamiques, avec il y a deux fenêtres en fait quand vous utilisez la barre d'outils composants dynamiques.
Une qu'on appelle les options et une autre qu'on appelle la définition, c'est ce qu'on retrouve ici. Et puis surtout, l'intéressant, c'est qu'on va retrouver ce qu'on appelle donc maintenant des étiquettes, des tags, donc ce sont les anciens calques, non des calques, où directement les objets IFC vont se créer et se sauvegarder sur les calques IFC, donc on va pouvoir ensuite les gérer de façon indépendamment des calques dits de construction qu'on utilise dans SketchUp. Et puis surtout, quand on est habitué à travailler avec SketchUp avec ce qu'on appelle la fonction structure, c'est-à-dire pouvoir avoir le squelette, c'est-à-dire l'arborescence de la maquette, c'est de la même façon de pouvoir effectivement retrouver tous les éléments exploitables en IFC et de pouvoir utiliser aussi l'avantage de cette fenêtre structure, c'est de pouvoir effectivement masquer ou montrer un certain nombre d'éléments sans être obligé de passer soit par les calques, ce qui demande une organisation un petit peu plus poussée, soit le faire manuellement par le dessin. Donc ça, c'est aussi très intéressant par rapport à ça. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on peut aussi apprécier dans la nouvelle version, donc qui existait un petit peu dans la version 2024, c'est de pouvoir, maintenant vous avez en fait la possibilité d'utiliser, d'acheter plusieurs licences SketchUp, c'est-à-dire selon en fait le support sur lequel vous utilisez le logiciel. Si c'est côté ordinateur, vous aurez forcément la version Studio et la version Pro. L'ancienne version Pro, c'est la version de base, qui doit être aux alentours de 350 $, la licence. Ils ont effectivement développé une version Pro qui permet effectivement d'avoir ce qu'on appelle un plugin intégré qui permet d'importer directement la maquette révisienne sans avoir à la convertir en format Autodesk DWG par exemple et sans perte d'informations. En tout cas, au niveau de la modélisation 3D, c'est sûr qu'effectivement, tout ce qui est nomenclature, paramètres de contrainte, etc., certaines comment dire, étiquetages de surface, etc., vous allez les perdre. Par contre, vous allez retrouver la maquette dans son intégralité et les objets seront déjà en mode composant dans SketchUp, donc séparés, etc., etc. Donc ça, c'est important pour pouvoir effectivement venir ensuite l'exploiter dans SketchUp. Alors pour ceux qui connaissent un petit peu Autodesk, en fait, cette maquette, c'est la maquette qui était proposée par Autodesk, une maquette de fabrication, je crois que c'est l'école, de mémoire, quelque chose comme ça. Voilà, donc qui permet effectivement, qui a été dessiné à la base dans Revit et qui permet de pouvoir avoir un fichier d'exemple pour pouvoir effectivement ensuite tester l'import directement dans SketchUp. Alors la petite nouveauté, juste, c'est que vous avez maintenant la possibilité, quand vous faites une sélection, quand vous utilisez une vue dans Revit, de pouvoir, une vue 3D spécifique dans Revit, en fait, de pouvoir importer uniquement les objets visibles et déclarés dans cette vue révisienne. Voilà. Quoi dire d'autre sur le... après, effectivement, qu'est-ce qu'on va retrouver dans SketchUp provenant donc, de Revit, c'est ce que je vous disais. Vous allez retrouver effectivement ici, dans les étiquettes, les tags, qui sont les calques, vous allez retrouver effectivement vos éléments. Alors, à la fois de la maquette Revit qui est mentionnée, et éventuellement si vous avez des objets IFC. Et puis dans le outliner, c'est une fenêtre structure, effectivement, on vient d'en parler, c'est la structure en fait de votre maquette. On va retrouver effectivement tous les objets nommés de façon indépendante les uns des autres. Et puis bien sûr, d'avoir la possibilité dans SketchUp d'utiliser le composant dynamique avec ses paramètres associés. Voilà. Alors, comment appliquer un système d'étiquette dans les scènes SketchUp? Je vous rappelle que dans SketchUp, vous avez la possibilité de sauvegarder des points de vue caméra différents. C'est comme ça qu'on doit travailler dans SketchUp en production. Je vous rappelle que l'idée, c'est d'aller directement dans la zone dans laquelle vous voulez travailler ou modifier ou supprimer des éléments, et surtout, ne montrer à la caméra que les objets qui sont donc visibles par cette caméra, par ce point de vue caméra. Alors, sans rentrer trop dans le détail comment synchroniser en fait les balises, donc les tags, les étiquettes avec les scènes, c'est que en fait maintenant vous allez pouvoir directement dans la fenêtre scène appliquer
par défaut les éléments de calque, donc d'étiquette, que vous souhaitez utiliser en fait. C'est-à-dire que s'il y a des objets que vous ne souhaitez pas montrer, alors ça peut être soit vous travaillez par niveau, soit vous travaillez par catégorie de famille. Par exemple, je veux montrer une scène où je vais directement supprimer tout ce qui va être objet type végétation extérieure, ou ce qui peut être effectivement une partie, je souhaite montrer que le niveau 0 ou le R+2 avec les éléments de construction qui sont sur ce niveau. C'est possible en fait à partir donc, de la scène point de vue caméra et en synchronisation donc avec les calques, pardon, les étiquettes, je vais y arriver, de pouvoir effectivement aller très rapidement, c'est ce que je vous ai montré un peu ici, c'est-à-dire si je ne souhaite pas, par exemple, montrer mes objets de la classe, mes objets, pardon, IFC, je peux effectivement les positionner puisqu'ils arrivent directement synchronisés et filtrés, pardon, dans un calque, de pouvoir ensuite, sur ce calque-là, sur cette étiquette-là, je m'habitue, pardon, sur cette étiquette-là, de pouvoir effectivement directement masquer dans les différentes scènes, les vues caméra que j'ai créées dans ma fenêtre scène dans SketchUp. Voilà un petit peu le... Alors, ce qui est le plus parlant aujourd'hui, c'est qu'effectivement, Trimble a décidé, pour des gens qui connaissent un petit peu les moteurs de rendu efficaces et intéressants pour SketchUp, il y en a deux aujourd'hui. Il y en a un qui est un peu plus simple que l'autre, c'est Enscape, qui permet effectivement d'avoir ce qu'on appelle une réalité virtuelle, c'est-à-dire un vrai déplacement dans la maquette, tout en gardant l'affichage des matériaux, donc dans le rendu photoréaliste des matériaux, et de pouvoir gérer ce qu'on appelle les sources de lumière, que ce soit les sources de lumière directes du soleil ou les sources de lumière indirectes qu'on vient effectivement ajouter dans Enscape. Et puis, de l'autre côté, une version un peu plus élaborée, qui est le plugin qui est Vray, qui permet effectivement d'aller plus loin dans le paramétrage de ces fonctionnalités. Donc, Trimble a décidé, dans un premier temps, de pouvoir ce qu'on appelle intégrer un arrière-plan, ce qu'on appelle un environnement. C'est une image de haute qualité. Alors, pour les gens qui connaissent un petit peu les moteurs de rendu, on appelle ça des images HDR ou EXR, avec deux paramètres principaux. Un, ce sont des images en qualité, donc de taille, qui ont énormément de pixels, par exemple monter avec des images qui ont plus de 15 000 pixels, pardon, 15 000 pixels de largeur. Et vous avez aussi la possibilité d'avoir une source de lumière qui est gérée directement par l'image, okay, donc par l'arrière-plan. Donc on a une nouvelle petite fenêtre, okay, qui permet effectivement tout simplement d'avoir une fonction supplémentaire, de pouvoir soit, ici on décide de ne pas afficher l'arrière-plan, qui est souvent effectivement soit une image sphérique à 360 degrés avec un ciel, une ligne d'horizon et un sol, ou alors on peut aussi avoir des images HDR où vous n'avez en fait que la partie donc, supérieure, ce qu'on appelle hémisphérique, où vous ne gérez par exemple que la ligne d'horizon et le ciel d'arrière-plan. Et au premier plan, vous voulez garder effectivement la vue de votre maquette. Donc à tout moment, vous pouvez donc activer un des éléments fournis par défaut. Vous pouvez donc supprimer l'arrière-plan et vous pouvez même créer vos propres images d'arrière-plan. Donc là, voici la nouvelle présentation. Alors c'est assez simple, c'est assez intuitif. Ce qui est intéressant ici, c'est qu'on a la possibilité donc, de sélectionner des éléments d'arrière-plan. Et puis ici, vous avez ce qu'on appelle ici des petits sliders qui permettent effectivement, soit vous allez pouvoir faire pivoter votre image à 360 degrés, donc pour que votre image d'arrière-plan par rapport à la maquette tourne autour d'un axe, et choisir visuellement une autre présentation du ciel. Et puis, vous avez la possibilité aussi, par rapport au soleil qui se trouve là, ou par rapport au slider qui se trouve là, de pouvoir effectivement gérer ce qu'on appelle l'altimétrie de votre soleil et de faire des images plutôt en fin de journée sur un soleil de type rasant. D'accord? Alors, oui, c'est magique parce que ce qui était jusqu'à présent embêtant, c'est qu'il fallait effectivement avoir la possibilité d'utiliser un plugin, donc de racheter effectivement une licence, que ce soit Inkscape ou Vray, pour pouvoir effectivement avoir ce type de paramètres. Aujourd'hui, ce qui est bien, c'est que c'est directement géré dans votre licence SketchUp 2025.
La seule petite problématique, c'est que maintenant, il faut absolument effectivement avoir du matériel poussé, c'est-à-dire notamment au niveau de la carte graphique, et surtout d'avoir une carte graphique dédiée au, au calcul en fait de l'image, puisque là, en fait, vous rajoutez une image derrière la maquette 3D SketchUp en arrière-plan. Donc, ce qui était problématique de calcul de votre maquette se rajoute avec l'image qui se trouve de haute qualité qui va se trouver en arrière-plan. OK? Donc aujourd'hui, pour les utilisateurs Windows, NVIDIA, ça fonctionne très bien. Et maintenant, sous Mac, avec les nouvelles puces, vous avez la possibilité effectivement de pouvoir utiliser aussi la carte graphique dans SketchUp. C'est dans les préférences système. On vient choisir effectivement de travailler les calculs d'image par rapport à la carte graphique et non par rapport au processeur. OK? Alors, qu'est-ce qu'on peut faire d'autre avec cet outil? Ben, des choses, voilà, on peut rapidement avoir sur la même scène, donc le même point de vue caméra SketchUp, pouvoir effectivement rapidement, en modifiant un tout petit peu l'orientation et l'altimétrie comment dire, de votre soleil, de votre source de soleil, pour pouvoir effectivement gérer le SketchUp. Quoi. Alors, il faut faire un petit peu attention. Quand vous avez une image arrière-plan, vous avez ce qu'on appelle la visibilité sur l'image de l'implantation, en fait, de la position du soleil. Faites attention avec la position déterminée dans SketchUp, puisqu'effectivement, vous avez la possibilité effectivement de définir une heure et une date, pardon, pour pouvoir effectivement orienter votre source de lumière du soleil. Donc faites très attention qu'il n'y ait pas une différence entre la projection des ondes qui est projetée par le soleil SketchUp et l'image d'arrière-plan où vous avez votre soleil qui se trouve à l'opposé. Voilà, que dire de plus sur cet outil? Non, bah écoutez, si vous voulez effectivement travailler avec vos propres images, vous pouvez. Alors, il existe pas mal de sites qui sont libres de droit, dont un site qui s'appelle Polyhaven, P-O-L-Y, espace H-A-V-E-N, qui c'est un site assez ancien qui j'utilise qui était fonctionnel et qui était utilisé avec 3ds Max pour Véret, en fait, pour pouvoir fournir des images d'arrière-plan pour Véret, sous 3ds Max, qui existe toujours. Et là, vous allez avoir des images qui sont libres de droit et qui sont assez diverses et variées pour pouvoir travailler. Deux formats possibles, donc je rappelle HDR ou EXR. Sachant que les images EXR, c'est des formats que vous pouvez lire avec Photoshop. Et je dirais même que Photoshop, aujourd'hui, dans les dernières versions, donne la possibilité de créer vos propres images HDR, y compris en intégrant le paramètre de puissance de lumière. Alors, côté environnement, ok, mais c'est surtout ce qui est très intéressant, c'est qu'ils ont enfin changé les matériaux, l'utilisation de la base de données de SketchUp au niveau des matériaux. Jusqu'à présent, SketchUp avait décidé de laisser des matériaux de base assez basiques, juste pour qu'on puisse savoir quel type de matériau on utilisait sur une géométrie. Est-ce que c'est du bois, est-ce que c'est de la brique, est-ce que c'est du béton, est-ce que c'est de la peinture, etc., etc. Là, aujourd'hui, on a une interface qui est complètement modifiée. Donc, je vous ai mis un petit exemple de ce qu'il y avait en représentation graphique par défaut, à gauche, là. Et maintenant, si par exemple, on vient affecter sur le comptoir en béton, si on vient affecter un matériau de type PBR, vous allez pouvoir donc gérer ce qu'on appelle plusieurs choses, la réflexion, la rugosité, la transparence, savoir si votre matériau il est opaque ou translucide, comme du vitrage, ou certains plastiques, etc., etc., ou des liquides, de pouvoir directement le gérer et ce qu'on appelle l'afficher dans SketchUp. Donc c'est un gain de temps. Avant, il fallait effectivement le préparer dans SketchUp et ensuite passer par le plugin Enscape ou Véret pour pouvoir l'utiliser. Alors, il y a deux possibilités. Soit vous travaillez donc avec ce qu'on appelle la fenêtre par défaut de SketchUp, qui propose effectivement un certain nombre de matériaux. Alors, l'affichage, la représentation graphique change complètement, puisque dans la fenêtre, ce qu'on appelle dans la partie modification du matériau, vous allez avoir un affichage graphique qui est modifié, et puis surtout avoir ce qu'on appelle des images, des fichiers supplémentaires pour pouvoir effectivement gérer au mieux les matériaux en mode photoréaliste.
Sur la bibliothèque d'objets 3D Warehouse, vous pouvez maintenant aussi, vous allez voir quand vous vous connectez, il y a une nouvelle interface avec un lien pour la version 2025 de SketchUp qui permet effectivement aussi d'aller chercher autre chose que les objets pour aller chercher donc, des matériaux. Donc, vous avez une liste de matériaux par catégorie et en fait, vous pouvez directement aller télécharger ces matériaux qui sont déjà donc, tout paramétrés. Vous n'aurez plus qu'à les appliquer sur les géométries dans votre maquette. Et puis, bien sûr, on peut toujours partir de zéro et créer ses propres matériaux, surtout en utilisant donc, des images de haute qualité. En général, on utilise des images de 4K, c'est-à-dire 4000 pixels en largeur, pour pouvoir avoir des matériaux au top. Alors là, je vous ai montré une petite démonstration. Là, j'avais mis au sol un carrelage. Et effectivement, avec l'ancienne méthode, on s'aperçoit qu'effectivement, déjà, il n'y a pas du tout de réflexion. Il y a un problème donc, de synchronisation, de fusion entre les deux géométries qui ont pourtant le même matériau. On a une ligne ici de séparation qui n'est pas adaptée. Voilà. Maintenant, automatiquement, vous avez fusion de ces deux géométries, de ces deux surfaces. Et puis, vous pouvez gérer, vous voyez, là, j'ai un paramètre donc, de réflexion qui est au maximum. J'ai énormément en fait de réflexion concernant l'environnement extérieur. Et là, vous avez quelque chose d'un peu plus matifié, en fait, où vous voyez qu'il y a de la réflexion concernant la luminosité. Par contre, vous n'avez pas la référence des objets extérieurs qui se reflètent dans le matériau. Alors, concernant l'intelligence artificielle dans SketchUp, vous avez un petit plugin qui s'appelle SketchUp Diffusion. Alors, juste pour vous expliquer, en fait, Diffusion, ça provient en fait de la plateforme Stable Diffusion, qui est un équivalent de Midjourney ou de DALL-E, en fait, hein, pour les gens qui sont un petit peu, voilà, qui ont déjà été voir un petit peu comment fonctionne l'IA et comment on peut les utiliser, nous, dans nos métiers d'architecte, pour créer des visuels. En fait, le plugin est gratuit, il suffit juste de l'installer. Une fois que vous l'avez installé, vous avez une petite matrice qui vous dit, voilà, à partir de votre dessin SketchUp, plutôt un dessin donc, type noir et blanc, en monochrome, hein, couleur monochrome, vous avez la possibilité de sortir plusieurs images, soit dans un mode type croquis, alors type croquis, mais avec, donc c'est l'image qui est juste en dessous là, type croquis, mais quand même avec une amélioration, ce qu'on appelle des ombres. C'est en fait pour les gens qui sont un petit peu à l'aise dans les moteurs de rendu, on appelle ça l'ambient occlusion, c'est-à-dire qu'on vient forcer en fait la caractéristique des zones un peu plus sombres par rapport à des zones un petit peu plus éclairées. Et puis sur la droite, vous avez voilà, il faut deux tests en fait, de calcul d'image en demandant par un prompt, c'est-à-dire une suite de mots comme une phrase en fait écrite, de lui dire voilà, j'aimerais que tu me présentes mon projet dans deux situations différentes. Alors pour l'instant, ça reste des images de basse résolution. Basse résolution, c'est minimum 1K, 1024 pixels de largeur, mais il y a des plateformes, maintenant il y en a de plus en plus, et de plus en plus qui sont gratuites, qui vous permettent de pouvoir améliorer, donc d'upscaler en fait, on dit en anglais, c'est-à-dire d'améliorer la qualité, par exemple, de 1K passé à 2K, de 1K passé à 4K, etc. Donc de gagner en qualité de résolution graphique. Voilà. Donc ça peut être très intéressant pour pouvoir effectivement rapidement, alors aussi bien pour des images de perces extérieures, des images intérieures, on a effectivement le même rendu et la même rapidité de rendu pour les deux sujets. Alors, je vous parlais tout à l'heure des nuages de points. Alors, je ne sais pas si certains et certaines ont déjà testé un petit peu l'outil, la barre d'outils. Alors, l'outil, elle est ici. Il y a beaucoup de choses effectivement à balayer. Pour faire assez simple, ce qui est intéressant, c'est comment fonctionne la barre d'outils de SketchUp. Vous avez la possibilité donc d'importer un fichier. Alors, on peut travailler sur le format par défaut E57. Même si peut-être qu'il sera peut-être plus intéressant pour ne pas avoir un fichier trop lourd, trop encombrant, de pouvoir le convertir en RWP. Mais ce qui est intéressant, donc déjà SketchUp est capable, vous voyez ici, dans les formats, vous avez tous ces formats-là, de pouvoir les importer directement dans SketchUp. Et puis, ce qui est intéressant, c'est quand on regarde le rendu définitif dans SketchUp, je ne sais pas si on voit bien, parce que l'image, je l'ai réduite un petit peu pour le webinaire, mais en fait, ici, la maison et l'arrière-plan, enfin, comment dire, la topologie du terrain et la maison, tout est en nuage de points.
Alors, comment fonctionne cet outil? Par rapport à la barre d'outils, en fait, vous avez la possibilité de choisir ce qu'on appelle un mode de transparence qui permet effectivement, quand vous voulez ensuite redessiner vos objets en 3D directement avec les outils de dessin en SketchUp pour modéliser de zéro à partir du nuage de points votre maquette, la possibilité de travailler ce qu'on appelle avec des modes de transparence du nuage de points pour ne voir à 100% d'opacité vos objets dessinés en SketchUp. Donc on peut passer de l'un à l'autre. Il y a une partie du nuage de points de transparence et de ce côté-là, il y a une partie de transparence concernant la maquette numérique. Et puis il y a d'autres outils en fait qui permettent effectivement, quand on utilise la petite roue crantée ici là, de configuration de paramètres, de pouvoir ici par exemple faire ce qu'on appelle des modes d'affichage et notamment de pouvoir voir par rapport au code couleur. Alors soit c'est effectivement ça peut être sur la partie concernant l'effet calorifique en fait d'études sur la maquette, ou alors là c'était plutôt utiliser en fait les couleurs pour savoir à un moment donné si vous avez, enfin si par exemple la source nuage de points dans cette géométrie au niveau par exemple de, c'est une caserne de pompiers, pardon, dans l'ouverture ici de passage de porte des camions, de savoir si vous avez suffisamment de détails au niveau des nuages de points, au niveau des points, pour pouvoir ensuite redessiner correctement votre géométrie. Donc il y a une sorte de code couleur, donc négatif le rouge vers le meilleur le blanc, le vert pardon, qui permet effectivement de savoir si voilà, votre nuage de points, votre fichier que vous utilisez est suffisamment correct pour dessiner dans SketchUp. Alors voilà, ça c'est une autre façon effectivement de présenter le nuage de points. Vous voyez, là on est dans un mode où le nuage de points est très pastel, très pastelisé. Donc en fait, en transparent, on a la possibilité effectivement de venir voir ce que l'on dessine en 3D. Excusez-moi, il y a un petit peu de bruit dans le couloir. Voilà. Donc là, j'ai commencé effectivement à dessiner dans SketchUp avec les outils de SketchUp, de pouvoir effectivement. Alors, ce qui est très intéressant, c'est que vous avez des points d'accroche. Vous avez énormément de points d'accroche, donc de vrais points d'accroche, pour pouvoir dessiner correctement euh, au niveau de l'accroche et ensuite pouvoir effectivement avoir aussi les dimensions. Il n'y a pas besoin de mettre à l'échelle notre fichier nuage de points et de pouvoir dessiner par les outils que vous connaissez, hein, de dessin à la main, de dessin rectangulaire, ou alors de pouvoir utiliser des outils de transformation, pousser tirer, etc., pousser tirer par copie, etc. Et donc vous allez pouvoir créer comme ça vos différents volumes pour pouvoir générer votre maquette. Alors, il existe, donc là, vous voyez, j'ai commencé donc, à redéfinir la partie, donc ici, rez-de-chaussée, la partie toiture, et puis ici, mes ouvertures de fenêtres. Donc c'est assez simplifié hein, à dessiner dans SketchUp. Et puis la petite tour ici, là, pareil, de pouvoir le dessiner pour pouvoir ensuite rendre ma maquette complète. Alors, voilà, donc là c'est effectivement ce que je vous disais tout à l'heure, mode d'inspection que j'ai demandé effectivement à interpréter dans mon fichier nuage de points. Alors, il y a un paramètre, effectivement, ici, ce qu'on appelle la distance de comparaison. En fait, c'est que on peut lui demander, par rapport à l'intervalle qu'il existe entre chaque point, d'augmenter ou de diminuer cet intervalle, en fait, pour dire, bon, bah, je ne vais pas trop m'intéresser aux points les plus proches, mais par contre, sur une distance, j'ai mis 200 mm, est-ce que c'est suffisamment précis pour pouvoir dessiner correctement dans SketchUp? Oui, parce que vous voyez ici que toute la partie verte, quasiment tout ce qui est correct et qui va me donner effectivement les bonnes dimensions. Par contre, effectivement, tous les points rouges là, y compris cette porte-là, n'est pas assez précise en fait pour dessiner correctement l'objet porte, ce qui n'est pas vraiment l'objectif premier. Et puis, il y a possibilité aussi de travailler ce qu'on appelle avec ces outils-là, en fait, c'est de créer ce qu'on appelle des clipping box, c'est-à-dire ce sont des boîtes, un peu comme les groupes dans SketchUp ou les composants, et de pouvoir ensuite découper dans cette box le nuage de points et de ne pas montrer en affichage les points de ce nuage qui se trouveraient à l'extérieur de cette box. Alors, qu'est-ce que Trimble a apporté un petit peu dans le workflow, dans le travail de SketchUp?
Alors, chose qui était demandée depuis des années, en fait, dans le blog, c'est de pouvoir, ce qui est très désagréable, c'est quand vous changez de version et que vous avez déjà installé un certain nombre de plugins, des payants comme des gratuits, plus souvent des gratuits, c'est ça qui est intéressant dans SketchUp, c'est de pouvoir dire, ah mince, je change de version, je suis obligé de tout réinstaller. Il existait quelques plugins qui permettaient de le faire, mais bon, c'est toujours un peu fastidieux et on perd des fois des informations ou on perd la fonctionnalité du plugin. Là, en fait, vous avez une fonctionnalité qui permet effectivement de venir intégrer automatiquement en partant de votre dernière version, c'est ce que je vous ai mis ici, hein. Par exemple, vous aviez la version 2024, vous êtes maintenant intéressé par la version 2025, bah, tous les plugins que vous avez installés dans la version 2024, vous allez les retrouver ici dans une sorte de listing. Vous pouvez même choisir ceux que vous voulez conserver pour 2025 ou ne pas conserver. Et puis ensuite, vous avez ici une fonction qui permet de migrer. Excusez-moi. Pardon. Et ensuite, tout simplement, dans le manager d'extension, vous allez bien sûr retrouver la liste de vos plugins installés, donc migrés, et puis vos barres d'outils qui vous permettent dans SketchUp de pouvoir directement utiliser les outils, les fonctionnalités de ces fameux plugins. Ça, c'est plutôt intéressant. Autre possibilité, c'est de pouvoir purger en fait la maquette 3D SketchUp. Alors, il y a deux choses qu'il faut comprendre quand on fait une purge, c'est soit on travaille sur les fonctionnalités, donc là par exemple au niveau des styles, tout ce qui va être arrière-plan, etc., au niveau des styles graphiques que peut vous proposer SketchUp. Vous pouvez les tester et utiliser plusieurs supports pour pouvoir voir un petit peu comment vous allez réaliser, calculer votre image. Par contre, après, ce qui est embêtant, c'est que plus vous en utilisez, plus en fait vous chargez en fait le fichier SketchUp dans ses fenêtres de fonctionnalités, et plus vous avez un fichier lourd. Donc il y a possibilité effectivement de purger. La petite nouveauté dans la version 2025 de SketchUp, c'est quand vous enregistrez, quand vous quittez SketchUp, il vous le demande. Alors c'est un paramètre système par défaut, qu'on peut effectivement retrouver dans la fenêtre préférences, et le cocher ou le décocher, mais c'est coché par défaut. Et donc automatiquement, vous allez purger. Et puis la deuxième chose, c'est de pouvoir aussi purger ce qu'on appelle les lignes de construction, ou souvent quand vous importez, travaillez avec un fichier AutoCAD, un DWG, vous avez des lignes perdues, et souvent c'est un petit peu compliqué. Donc, il y a aussi possibilité de venir purger ces éléments qui sont donc détectés par SketchUp et qui sont pour lui inintéressants pour la maquette 3D. Et tout ça sans passer par un plugin supplémentaire ou autre. Alors, migration des plugins, purge automatique, on vient d'en parler, et surtout, ce qui est très intéressant, je vous ai mis un petit peu un descriptif pour l'importation, ce qu'on appelle des fichiers USDZ. Ce sont des fichiers déjà modélisés type 3D avec texture, c'est-à-dire qu'ils ont leurs propres matériaux intégrés dans l'objet 3D, projetés à la bonne échelle et orientés correctement. Donc c'est très intéressant parce que SketchUp permet alors de pouvoir importer ces objets et de les utiliser directement. Jusqu'à présent, c'était un peu compliqué. Il y avait le format FBZ qui était assez compréhensif par SketchUp, mais qui ne marchait pas tout le temps. Il y a des formats qui ne marchaient pas du tout. 3ds Max en direct ne marche pas. Et le format OBJ, c'est des fichiers qui étaient tellement lourds que c'était trop compliqué. Toujours pareil, si on voulait utiliser la 3D et les matériaux projetés dessus. Donc, je ne vais pas rentrer trop dans le détail, je vous ai mis un petit descriptif que voilà, vous pouvez lire. Alors, les fichiers USDZ, on peut les retrouver dans tout ce qui est film d'animation, etc. C'est très orienté jeux vidéo. La possibilité, bien sûr, de travailler, alors je vous ai mis ce petit tableau là, c'est juste pour vous montrer qu'en fait, SketchUp se dirige vers des matériaux de haute qualité où chaque matériau a un quantitatif de paramètres. Par défaut, pour vous expliquer, SketchUp n'utilisait que l'image diffuse, ça s'appelle la diffuse color. Maintenant, vous voyez, il y a énormément de choses qu'on rajoute, notamment une carte de normale si vous voulez faire du relief, et ainsi de suite, métallique si vous voulez faire un matériau métallique, etc., etc. Donc vous voyez, il y a un certain nombre d'éléments qui peuvent être importés et gérés par SketchUp pour le rendu final. OK? Alors, compatibilité avec VRay optimisé, oui, parce qu'en fait, je vais rester juste dans la phase d'installation. Ce qui est bien, c'est que quand maintenant vous achetez la version SketchUp Studio, par défaut dans l'installation, on vous demande effectivement si vous voulez utiliser
importer pardon, le plugin Revit, oui, pourquoi pas, et surtout si vous voulez installer, en fait, enfin accéder pardon, directement au lien de téléchargement et d'installation de la licence, enfin du logiciel Vray, plugin Vray. Donc oui, ok, on donne l'arbre et en fait, on vient directement sur le site de Chaos Group, qui est le développeur de ce logiciel. Faites attention, c'est l'installation. Il faudra quand même acheter une licence si vous voulez utiliser Vray ensuite dans SketchUp. Alors, Style Builder, oui, je vous ai mis ainsi pour des gens qui connaissaient un petit peu, qui l'utilisaient peut-être. Hein. C'est qu'avant, on avait donc cette petite application qui permettait effectivement de pouvoir générer des traits, ok, avec un aspect graphique, une couleur et surtout une dimension. Ouais, les 32-16 par rapport aux 512-16, c'est le nombre de pixels. En fait, tous ces traits-là sont utilisés pour dessiner correctement dans SketchUp. Vous traciez un trait de 1 cm ou un trait de 1000 cm, il n'y avait aucun problématique pour pouvoir tracer correctement. Donc ça disparaît, c'est fini. Maintenant, le style qu'on peut utiliser pour ces paramètres-là, il faudra avoir passé par ce qu'on appelle les styles apportés par les matériaux PBR, l'environnement, etc. Les choses qui sont disponibles maintenant dans la version 2025. La dernière petite chose sur l'application Layout, ce qui est intéressant, c'est qu'on va pouvoir venir récupérer un certain nombre de choses provenant de SketchUp. Il y a des outils, joindre et diviser, déplacer, faire pivoter, mettre à l'échelle, ce sont des outils qu'on retrouve maintenant identiques à SketchUp, donc ce sont les mêmes outils avec les mêmes fonctionnalités. Ils ont rajouté une fenêtre de zoom qui n'existait pas, donc ça c'est très intéressant quand vous avez votre page d'archives. Donc vous voulez effectivement à un moment donné arriver dans cette zone grise là, par exemple de texte, vous voulez avoir plus de souplesse au niveau visuel pour travailler dans cette zone-là. Donc vous avez effectivement cette fonctionnalité et puis pouvoir venir travailler avec par exemple les matériaux PBR directement dans le layout ou la partie effectivement comment dire, environnement avec des paramètres qui sont à gérer directement dans la fenêtre dans Layout. Dernière petite chose qu'on peut utiliser aussi qui est très intéressant, c'est si vous voulez par exemple, vous allez créer un certain nombre de pages dans votre dossier de présentation dans Layout, vous allez pouvoir ensuite venir faire ce qu'on appelle un export de sélection, soit pour créer un PDF, soit pour ensuite imprimer, en sélectionnant uniquement les pages qui vous intéressent et de pouvoir directement faire un export ou un print et non de filtrer en fait les éléments, de ne pas être obligé de tout imprimer. Voilà, moi j'ai fini.